si vous avez raté le lancement de Facebook, si vous avez raté le lancement de Google, d'Amazon, Netflix, tous les GAFAN, hein, alors c'était quoi, il y a à peu près un peu plus de 10 ans, hein. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'investir dans une action de Facebook il y a 10 ans, ben c'est bien dommage parce que ces actions, elles ont explosé. Et peut-être à cette époque, on était moins branchés, on n'était pas encore réellement sur le monde de l'Internet, tout ça, ça a démarré. Aujourd'hui, on connaît la puissance de l'Internet, hein, la preuve, on est tous connectés. Et l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer en gros qu'est-ce qui va se passer prochainement. Et donc, on parle de nouvelle Internet, de l'Internet nouvelle génération, parce qu'elle vient apporter des choses que l'Internet actuel n'apporte pas. Donc, Jean, je vais bien l'expliquer pour que vous compreniez clairement ce qui va changer dans notre monde prochainement et surtout que ces projets, en fait, sont en train d'être développés on va dire dans les nuages, dans le cloud, un peu partout, sans qu'on s'en rende compte. Donc, si vous êtes… salut Hiro, salut Jean-Baptiste, si vous êtes à l'affût de ce type d'informations, donc vous devriez déjà suivre tout ça, mais donc mon objectif, c'est essayer de populariser au maximum et partager ces informations pour qu'on puisse se préparer à ce qui arrive. Et si vous êtes investisseur, si vous avez la possibilité de mettre un peu d'argent dans des projets qui, comme Facebook, Google, Amazon, ont explosé, eh bien, vous pourrez faire de belles opérations. Allez, c'est parti. Alors déjà, peut-être un petit tour d'actualité. Alors, je parle beaucoup de politique américaine en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est la première puissance économique mondiale, la première armée au monde, et il se passe des choses inhabituelles à la tête du gouvernement américain. Vous avez dû suivre, avec un président qui sort du commun, hein, il sort des sentiers battus, et qui va essayer de briguer un deuxième mandat. Malheureusement pour lui aujourd'hui, il a commis pas mal d'erreurs de communication notamment, et on lui reproche de n'avoir pas suffisamment bien géré la pandémie du Covid, et donc son opposant le démocrate Joe Biden est aujourd'hui en tête des sondages. Alors, aux États-Unis, Hillary Clinton, aux dernières élections, avait été donnée gagnante dans les sondages, donc il se peut que finalement les choses soient complètement changées le jour des élections ou quelques jours après le décomptage de tous les votes qui ont été envoyés par courrier, hein, comme vous avez pu peut-être suivre. Hein. Aujourd'hui, on peut voter en présentiel, mais également par courrier aux États-Unis. Et Donald Trump met en avant justement l'honnêteté, la transparence et l'efficacité du comptage des votes, ce qui nous incite à penser qu'il ne va pas reconnaître les résultats ou accepter les résultats des élections si toutefois il était amené à perdre. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui continuent à nous rejoindre. Bienvenue à tous. Alors, il y a eu également rapidement un petit tour d'horizon, hein, pour ceux parce que tout ce qu'on va avoir appris est lié forcément à les politiques américaines, mais surtout ce qui se passe, la politique mondiale, mais surtout ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a eu un rapport du New York Times, si je ne me trompe pas, qui avait mis en avant que Donald Trump avait payé en 2017 seulement $750 de taxes, comparativement à tous les opposants démocrates qui ont brigué cette élection. Et donc lui, bien entendu, dément en disant qu'il a payé des millions de dollars de taxes, mais il ne veut pas montrer et rendre public ces déclarations. Si vous avez suivi également le débat entre Joe Biden et Donald Trump récemment, alors pourquoi j'en parle? Parce que la manière dont ça s'est passé est à l'origine en partie de la situation de stress, des incertitudes qu'il y a actuellement à l'échelle de la bourse, à l'échelle
des investisseurs, parce qu'un investisseur, bien entendu, a besoin d'être rassuré. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Donald Trump a surtout montré lors de cette, bon, mis à part le fait qu'ils sont rentrés dedans, que ce n'est pas joli à voir, Donald Trump a surtout montré que la démocratie était en péril parce qu'il existe une force un peu obscure de milices qui, aux États-Unis, rappelle un peu le Ku Klux Klan avec beaucoup de racisme et qui semble le soutenir, en tout cas, qui écoutent et qui suivent ses paroles et ses gestes. Et donc, mon sentiment, moi, au terme de ce débat, c'est que, waouh, on a l'impression que le président est en train de se radicaliser. Et ça s'est bien entendu confirmé peu après, parce que ces mêmes milices ont commencé à arborer les mots clés que le président avait utilisés lors de ce débat. Donc, attention à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller vous rendre là-bas. En tout cas, au niveau politique, on s'avance droit vers une crise institutionnelle avec, pourquoi pas, un blocage des institutions, avec une élection dont les votes ne sont peut-être pas reconnus par le candidat Trump, avec peut-être des heurts, avec de la violence, certaines personnalités sur les réseaux sociaux parlent de guerre civile. Donc voilà, tout ça, voilà, c'est à mon sens du jamais vu pour ce qui est des 30 dernières années. Et donc c'est à suivre avec beaucoup d'intérêt. Il y a eu bien entendu aussi le débat entre les deux vice-présidents où Mike Pence, malheureusement, difficile de pouvoir défendre les résultats et puis surtout les propos de Donald Trump. On a bien vu Kamala Harris, donc la démocrate, elle a pu se défendre et surtout placer les idées que Joe Biden n'avait pas réussi à placer lors du débat précédent. Enfin, toujours au regard de l'actualité politique, vous avez peut-être également vu que juste après ces deux débats, donc le gouverneur du Michigan a manqué de faire l'objet d'un kidnapping qui a été prémédité par un groupe d'individus qui fait partie de ces fameuses milices. Alors, pareil, démocrate, donc opposant à Donald Trump. Et donc, c'était quelque part, suite au débat télévisé des deux candidats à la présidence, avoir comme ça un gouverneur qui échappe à un kidnapping. Alors, on sent bien que la démocratie est en péril. Donc, attention à ce qui va se passer aux États-Unis et surtout les conséquences que ça va avoir au niveau économique. Et au niveau financier, bien entendu, on sait que, alors on attend actuellement les résultats des sociétés au troisième trimestre, donc qui vont être publiés qui sont en train d'être publiés et qui sont catastrophiques. Hein. Les premiers sont catastrophiques. Donc, alors le second trimestre, on attendait pire. Hein, au lendemain du confinement, au final, ça n'a pas été si catastrophique que ça. Par contre, depuis, beaucoup de sociétés ont fermé des boutiques, que ce soit dans l'habillement, les compagnies aériennes, bien entendu. J'ai pris l'exemple de Disney, les parcs d'attractions. Donc voilà, il y a une économie américaine qui plonge, et à côté de ça, un président qui ne semble pas s'inquiéter plus que ça du devenir de ses concitoyens, et qui semble, selon les réseaux, s'intéresser réellement à sa propre réaction, à son propre avenir, à ses amis milliardaires, millionnaires, milliardaires. Donc ça fait grincer des dents, ça crée de la panique et surtout ça crée de l'incertitude aux États-Unis. Alors, nous, on est loin de tout ça, bien entendu, mais malgré tout,
notre économie est rattachée à toutes les économies, notamment l'économie américaine. Donc, tout ce qui peut se passer demain aux États-Unis aura forcément des conséquences dans nos îles. Rapidement, regardez la manière dont l'administration Trump a géré son économie au regard de son produit intérieur brut, donc le PIB. Et on se rend compte que Obama avait finalement fait un boulot qui n'est pas si mauvais que ça. Hein. Et bien entendu, avec la pandémie, les choses se sont gâtées. Donc, bien entendu, Trump n'en est pas responsable, mais il a quand même su profiter, surfer sur la dynamique qui avait été initiée par le démocrate président précédent, donc Barack Obama. Et on voit ici aussi à droite l'évolution du taux de chômage avec un pic au moment du Covid. Donc ces chiffres-là, donc là ça s'arrête au deuxième trimestre. Au troisième trimestre, les chiffres sont beaucoup plus importants. On parle de 30 à 40 millions de chômeurs. Donc tout ça mérite d'être vérifié, bien entendu, et confirmé. En conséquence, donc les rues des grandes villes se vident, aussi parce que le virus continue à se propager. Donc il dit plus de consommateurs, les boutiques, bien entendu, ferment. Les entreprises qui n'ont plus de clients doivent licencier, puisque les populations sont licenciées, ben forcément elles ne peuvent plus rembourser leur crédit. Si elles ne peuvent plus rembourser leur crédit, les banques également ferment. Donc on ne le voit pas encore clairement, mais des dizaines et des dizaines de filiales de banques ou de banques indépendantes dans des petites villes sont en train de fermer. Et voilà, donc on est réellement en train de vivre un moment sensible de notre histoire. Et tout ça, ça a des conséquences, bien entendu, à tout point de vue. Et donc, j'avais déjà, il y a à peu près 1 an et demi, annoncé une crise financière qui n'était pas, bien entendu, rattachée au Covid, mais qui était surtout rattachée à la manière dont les gouvernements venaient financer le monde financier, donc que ce soit la bourse, que ce soit les banques. Et le Covid est bien entendu, il est venu, il a accéléré tous ces phénomènes. Et donc là, vous avez sur cette diapo un résumé de ce qui est en train d'arriver et les différentes étapes et les différentes crises que nous sommes en train de vivre. Donc, je dis ça, bien entendu, avec beaucoup de sérieux, parce que lorsqu'on parle de crise économique, il faut bien voir derrière beaucoup de souffrance, des familles qui n'auront plus de revenus. Alors, nous sommes passés par la case, bien entendu, la crise financière qui était imprévisible, bien entendu. On a remarqué quand même que certains pays avaient bien su gérer leur crise. Les États-Unis font partie des pays qui ont le plus mal géré leur crise, cette crise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Donald Trump avait essayé de limiter le temps de confinement, pousser les gens à sortir rapidement de la quarantaine, et ce qui a malheureusement eu des conséquences au niveau de la propagation du virus. Et donc, amener à la situation 2 dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc nous sommes à l'étape 2, à mon sens, je peux me tromper, mais aujourd'hui, nous sommes dans la crise économique. On n'en sent peut-être pas totalement encore ici, dans nos îles, les conséquences. Peut-être dans le secteur du tourisme, bien entendu, des services, la restauration. Voilà, donc il y a en France, en plus situation d'état d'urgence, entre guillemets, qui vient d'être déclarée. Alors, je ne sais pas si c'est le bon thème, mais ce que je veux dire, vous avez suivi les informations. Restaurants qui ferment, avec également interdiction de circuler la nuit. Donc voilà, deuxième vague aux États-Unis, on parle d'une deuxième vague en France, pardon, on parle d'une troisième vague aux États-Unis. Alors, tout ça vient, bien entendu, obliger les entrepreneurs à mettre la clé sous la porte. La clé institutionnelle, c'est dont j'ai parlé juste avant. Alors, on n'y est pas encore. Il se pourrait qu'elle n'ait pas lieu.
Mais clairement, les informations qui nous arrivent là nous montrent qu'il va y avoir un blocage institutionnel aux États-Unis. Comme vous le savez, l'élection aura lieu le 3 novembre. Le président fait la passation vers le 21 janvier. Donc, il va y avoir 3 mois durant lesquels Donald Trump sera encore au pouvoir. Et s'il perdait les élections, s'il remettait en question le comptage des votes, il va s'en référer à la Cour suprême. À la Cour suprême, il vient de nommer quelqu'un un nouveau juge, une nouvelle juge qui est républicaine. Donc, il se pourrait qu'on se retrouve dans la même situation qu'Al Gore et Bush il y a plusieurs années. Et la Cour suprême avait décidé par laisser la présidence à George Bush. Donc, crise institutionnelle qui forcément derrière elle va provoquer cette fameuse crise financière. Alors, pas entièrement, parce que la crise financière est aussi la conséquence de la crise économique, de la crise sanitaire. Donc, c'est un ensemble d'événements qui viennent provoquer cette crise financière. Alors, quel indicateur nous précisera que nous sommes entrés dans cette crise financière? Ben, tout simplement, lorsque vous entendez qu'une banque, une grande banque, une grosse banque ferme, avec bien entendu un effet domino sur les autres banques parce qu'elles se tiennent toutes plus ou moins, vous allez à ce moment-là voir cette crise financière qui sera officiellement déclarée. Alors, souvenez-vous, en 2008, Lehman Brothers, c'était la grosse banque d'affaires qui a fermé à New York. Donc, ça a été l'effet déclencheur de la crise systémique de l'époque. Quelle banque serait susceptible d'être la première à lâcher aujourd'hui? Je n'en sais rien. Elles sont toutes à genoux avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup trop bas, maintenus trop bas par les banques centrales. Et donc, du coup, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ce qui fait que ces banques-là, du coup, ont investi en bourse. Et la bourse, aujourd'hui, est en train de montrer des signes de ralentissement ces 2 dernières semaines, même si les choses ont repris. Et donc, le seul moyen pour les gouvernements de maintenir leur économie, en tout cas l'économie financière, l'économie de la finance à un niveau élevé, ça a été d'imprimer des billets de banque. Imprimer des billets de banque, ça a une autre conséquence, c'est que ça vient finalement donner moins de valeur à chaque billet qui est en circulation, d'où cette 5e étape que l'on appelle l'hyperinflation, que bien entendu on veut éviter, qui consiste à avoir un billet de banque qui a moins de valeur et surtout des prix qui vont exploser. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller discuter avec un entrepreneur qui importe des voitures des États-Unis et qui m'expliquait que les tarifs avaient explosé aux États-Unis, dû notamment à un manque à gagner au premier semestre 2020. Donc, alors pas sur tout l'ensemble des produits, sur les vêtements, l'alimentation, les tarifs restent encore et même meilleurs qu'avant. Mais il y a des produits sur lesquels l'inflation a déjà commencé son travail. L'hyperinflation, c'est là, du coup, une généralisation de l'augmentation des prix. Et donc, c'est une situation qui s'est déjà vue par le passé en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez bossé un peu à l'école votre histoire. Moi pas. Donc, du coup, j'ai dû le faire il n'y a pas longtemps. Où, effectivement, les Allemands n'étaient plus capables, avec leur billet de banque qui avait été dévalué, n'étaient plus capables d'aller aller faire leurs courses à l'épicerie du coin, acheter du pain, etc., etc. Donc ça, c'est l'hyperinflation. Ça a une 6e conséquence, et de toutes les autres, j'aurais tendance à dire que c'est la pire au niveau économique. Au niveau économique, c'est la déflation, parce que forcément, la déflation va mettre tout le monde à plat. Alors, qu'est-ce que la déflation? Là, du coup, c'est une baisse de prix due à un ralentissement beaucoup trop important de l'économie.
Donc là, l'argent ne tourne plus du tout. Je ne sais pas si vous savez qu'une économie, qu'est-ce qui fait la qualité d'une économie? C'est bien entendu le nombre d'échanges achats-ventes qu'il y a au sein des populations et surtout la rapidité avec laquelle l'argent va circuler. Et dans un cas de déflation, les gens n'ont plus les moyens de faire leurs courses, n'ont plus les moyens de faire leurs achats. Et donc, c'est là la situation la pire. On parle de cercle vicieux, hein, parce que il va, par manque de clients, à un moment donné, les boutiques qui auront fait exploser leur prix et parce que l'argent aura moins de valeur, on parle d'une dévaluation du dollar prochainement, donc on y est. Baisse des prix va avoir une conséquence, un report de certains achats, baisse des ventes des entreprises, réduction des salaires et puis des effectifs, et du coup une nouvelle baisse des prix. Donc c'est réellement un cercle vicieux où les gens n'ont plus d'argent, les prix sont au plus bas et l'économie est complètement bloquée. Donc voilà en gros la vision, hein, la vision qu'on peut avoir sur nos prochains mois. Donc, si je reviens en arrière, en termes de délai, donc les 3 premières étapes en 2020, la crise financière peut-être avant décembre ou premier trimestre 2021 et la suite 2021-2022. Donc, on est réellement parti sur 3-4 années difficiles à l'échelle internationale, mais forcément avec aussi des répercussions ici dans nos îles. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher tout ça? Qu'est-ce qui pourrait faire que finalement les choses aillent beaucoup mieux? C'est forcément les décisions politiques, hein, la qualité de nos hommes politiques qui vont faire la différence. Et malheureusement, c'est pas gagné aux États-Unis, malheureusement. Donc à suivre, hein, c'est la raison pour laquelle je prends énormément de temps à suivre l'actualité américaine. Et du coup, lorsqu'on sait tout ça, lorsqu'on sait que voilà ce qui pourrait nous arriver, comme vous, hein, je préférais qu'on soit dans des économies florissantes et que tout le monde ait un travail, que tout le monde puisse faire vivre sa famille, amener ses enfants à l'école. Voilà, donc mon objectif, c'est pas trop de dresser un tableau noir, c'est surtout essayer de vous aider à anticiper sur ce qui nous arrive, essayer de voir loin pour préparer le pire. Et si toutefois le pire ne venait pas, au moins vous aurez prévu et anticipé, vous seriez préparé. Mais on est bien d'accord, on souhaite tous que tout ça n'arrive pas. Et donc pour le coup, quel comportement changer, quelle attitude avoir vis-à-vis de face à ces mauvaises nouvelles? Premièrement, c'est fuir tout ce qui est institutionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit pouvoir considérer, et les plus grands économistes vous le disent aujourd'hui, vous devez déjà, si vous avez investi dans des actions de banque, il faut sortir des banques. Il faut sortir des banques, alors Warren Buffett l'a fait, des géants de la bourse l'ont fait. Fuit le système bancaire parce que la crise financière va affecter en premier la bourse et en second le monde de la banque. Est-ce que cela veut dire qu'il faut retirer son cash des établissements bancaires? Ça, c'est purement personnel, hein, parce que si demain, votre banque se fait dépouiller de tout son cash, elle va se trouver dans une situation très compliquée. Donc, il ne faut pas non plus mettre votre banque en danger. Mais voilà, je pense qu'il faut rester vigilant. Il faut se dire que demain, mon établissement bancaire va être fragilisé. Et dans ce cas de figure, si j'ai de l'épargne, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Si demain le dollar est dévalué, j'ai des dollars, j'ai plutôt intérêt à les transformer, à les investir. Si du coup l'euro se retrouve temporairement à un niveau au-dessus du dollar et puis subit lui-même également une dévaluation,
parce que l'Europe a également ses soucis, bien entendu. Hein. Si j'ai des euros et donc des francs pacifiques liés à l'euro, rattachés à l'euro, qu'est-ce que j'en fais? Donc, la meilleure stratégie, à mon sens, c'est de songer à convertir votre cash, à l'utiliser. Alors, certainement pas dans des dépenses inutiles, hein, certainement pas dans. C'est pas le moment d'aller faire n'importe quoi avec votre cash. Là, je pense plutôt à de l'investissement, hein, c'est-à-dire que vous allez investir votre cash dans ce qu'on appelle des actifs. Les actifs, c'est ce qui, quelque part, vous rapporte de l'argent plus tard, je vais en parler après, qui vous rapporte de l'argent. La majorité des gens dépensent leur argent, allez, on va dire, investissent leur argent dans des dépenses. D'accord? Ceux qui réussissent financièrement investissent leur argent dans des actifs. D'accord? Donc, une machine à coudre pour faire des robes, un camion de livraison pour faire des livraisons. Voilà. Donc, ça peut être un business. Ça peut être également acheter des actions de société lorsque les prix auront bien baissé. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on s'attend également à un krach boursier. Et donc, c'est l'occasion pour vous également d'investir dans les actions de L'Oréal, LVMH, voilà, toutes ces grosses boîtes Amazon, Facebook, toutes ces grosses boîtes qui généralement sont solides, sont présentes sur plusieurs marchés, Europe, Asie, États-Unis, et qui vous empêcheront de faire des bêtises. L'assurance également, hein, donc attention au monde de l'assurance qui est rattaché au monde de la banque. Donc là, pareil, hein, si vous avez énormément d'argent dans les assurances, voilà, attention à ça également, il va falloir être vigilant. Et puis, bien entendu, dans notre cas, nous, en Polynésie, la CPS va être au même titre que les banques et des assurances mises en danger. Et pour commenter ça, donc j'ai sorti un article du 20 juillet qui était paru sur Tahiti Info où on se rend compte clairement que la CPS était passée à côté du pire, hein, avec une cessation de paiement qui était prévue avant décembre. Donc l'urgence a été de faire un crédit via le pays pour pouvoir sauver la CPS. En 2020, au moment où effectivement l'activité touristique a été pénalisée, mais où l'économie générale n'est pas encore à genoux. Hein. Vous pouvez encore aller faire vos courses, vous pouvez encore... aujourd'hui, il y a une circulation d'argent, même si on préférait que ça aille beaucoup mieux que ça, qu'on soit dans l'économie, la qualité d'une économie qu'on a eu en 2019, par exemple, qui a été nettement meilleure. Au milieu de l'année 2020, la CPS se trouvait déjà dans une situation compliquée parce qu'elle l'était depuis plusieurs années. Hein, je vous apprends rien. Et donc, quid de 2021? Quid de la retraite de vos parents qui ont travaillé toute leur vie et qui demain pourraient ne pas se retrouver à avoir leur mensualité? Donc voilà, tout ça, je pense qu'il faut être vigilant. Une fois de plus, je ne veux pas non plus semer la panique. Hein. Là, c'est que de l'information, c'est que de l'éducation. Et on n'a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre tout ça. Donc, on est dans une situation compliquée. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on peut s'en sortir? Comment on peut demain anticiper là-dessus? Alors, déjà, une retraite, c'est quoi? Une retraite, c'est un revenu passif. Un revenu passif, c'est de l'argent, un revenu que je vais toucher sans travailler. D'accord? Donc, d'où le terme passif. Alors, vous allez me dire, oui, mais ma retraite, j'ai travaillé toute ma vie et ensuite je touche ma retraite. Oui, mais au moment où vous touchez cette retraite, vous ne travaillez pas. Donc, c'est un revenu passif. Et donc, si vous comptez sur votre retraite à la fin de votre vie, si vous avez 40, 50 ans, 35 ans ou même 20 ans aujourd'hui, et vous attendez votre retraite pour pouvoir démarrer la vie dont vous avez toujours rêvé, j'ai tendance à dire, au vu de ce que nous venons de voir, ne comptez pas dessus. Hein, c'est prendre énormément de risques. Et donc, qu'est-ce que nous sommes contraints, nous, notre génération de 50, 40 ans, 30 ans, et toutes ces générations-là, nous sommes contraints de faire quoi aujourd'hui? Eh bien, à constituer notre propre retraite, à la préparer pour pouvoir bien finir nos jours.
Et ce qui est intéressant également dans la démarche qui consiste à dire je veux préparer ma retraite dès à présent, c'est que vous pourrez la prendre éventuellement dans 4-5 ans. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir 63 ans, 65 ans pour prendre votre retraite. En plus, vous vous êtes rendu compte, à chaque fois que vous vieillissez, l'échéance de la retraite recule. Hein. On a l'impression que voilà, c'est comme un mirage dans un désert, ça ne fait que reculer, quoi. Et pour moi, la retraite est devenue un vrai mirage, c'est-à-dire que c'est une promesse, mais qui malheureusement ne sera pas financée, ne sera plus financée. Bien entendu, je souhaite qu'elle le soit. Bien entendu, je souhaite que tout le monde touche sa retraite. Bien entendu, je souhaite que nos parents continuent à toucher leur retraite. Ce que je veux dire par là, c'est que les signaux qui nous sont envoyés ne vont pas dans ce sens-là. Ils vont plutôt dans le sens où l'argent a disparu et on se trouve avec des énormes gaps, énormes défauts, déficits dans les caisses. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est forcément nous qu'allons payer les pots cassés. Alors, comment remplacer ma retraite? 3 moyens principaux, hein, d'accord? 3 moyens connus et largement utilisés. L'immobilier, donc le principe, vous le connaissez, j'achète une maison, je la mets en location. Le problème de l'immobilier, c'est que ça nécessite énormément d'argent. Hein, et donc souvent, on va utiliser une banque. Donc, je vais faire un crédit, je vais louer la maison. Souvent, les gens vont louer la maison à un loyer qui équivaut au même montant que celui de l'échéance de remboursement de la banque. Bon, du coup, vous ne touchez pas de revenus, vous ne faites que rembourser la banque. Donc, si vous faites ça, assurez-vous de louer votre appartement plus cher que votre échéance bancaire. Ça, c'est un premier point. Et puis, si vous êtes propriétaire d'un terrain, vous ne savez pas quoi en faire aujourd'hui, mettez-le construisez, mettez-le en location. Dépêchez-vous de mettre en place votre première retraite grâce à de l'immobilier. Si vous avez la possibilité de recourir à la banque ou si vous avez du cash. Si ce n'est pas votre cas, si vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité de vous lancer dans l'immobilier, vous avez la possibilité de créer une entreprise. D'accord? Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, on va créer une entreprise au moment où toutes les entreprises sont en train de fermer. Oui, alors ça c'est important que je passe un peu plus de temps là-dessus parce que je précise ma pensée. C'est que la vérité, c'est que même si une économie s'arrête, même si les gens, à un moment donné, les entreprises ferment, les boutiques ferment, il y a malgré tout quand même une population, quel que soit le pays, il y a une population qui a besoin de manger, qui a besoin de s'habiller, alors différemment, c'est sûr, mais qui a toujours des besoins. Et surtout qu'il y a des problèmes. Et une entreprise, c'est avant tout apporter une solution aux problèmes des gens. Et donc, qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous allez pouvoir demain monter un snack, une roulotte ou une boutique en ligne. Voilà, vous allez pouvoir continuer à satisfaire les besoins de votre entourage, de votre quartier, de votre commune, de votre île, peu importe. Donc, gardez bien à l'esprit que là, l'entreprise, à la différence de l'immobilier, vous avez besoin de beaucoup moins de moyens. Vous pouvez démarrer une boîte avec 5 000 francs pacifiques à la chambre de commerce, vous prenez une patente. Ça nécessite plus que ça. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez y mettre du temps. Hein, vous allez mettre du temps pour vous former, pour apprendre à faire la cuisine, si vous voulez ouvrir un restaurant, peu importe. Donc, vous allez mettre du temps si vous n'avez pas d'argent. Vous pourrez également, deuxième option, vous allez pouvoir racheter une entreprise. Et ça, ou une plantation, Teva, effectivement. Je peux aller planter l'agriculture. On voit aujourd'hui le potentiel de l'agriculture. C'est ce qui fait que la Nouvelle-Zélande est une économie à fort potentiel. Donc, effectivement, la plantation, mais ça nécessite d'avoir des terres. Donc, pour ça, il faut avoir soit la terre, soit aller négocier avec le pays, d'avoir des terres domaniales. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, vous pourrez également racheter une entreprise. Il va y avoir des entreprises à vendre sur les prochaines années, sur les 3 prochaines années. Ça a déjà commencé dans le monde du tourisme et ça va certainement se répandre dans un secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Donc là aussi, soyez vigilants à pouvoir acheter une entreprise à un bon moment. Donc on va dire que l'entreprise, ça va être peut-être, certainement même,
la solution la moins coûteuse pour celui qui démarre, parce que vous pouvez créer une boîte, une fois de plus, avec 5 000 francs Pacifique à la Chambre de commerce. Le risque que vous prenez, c'est en fait, parce que l'entreprise, ce sera vous, le pilote, hein, toute la santé, la performance de l'entreprise va reposer sur vous. Et donc, si vous êtes un mauvais entrepreneur, ben, vous risquez de vous planter. Donc, voilà, c'est vous, le challenge, là, il va reporter sur vous. L'immobilier, le challenge, il va porter sur la volonté ou pas de votre banquier de vous accompagner. Maintenant, la troisième manière de générer un revenu passif, c'est d'investir dans des sociétés, un peu comme le cas précédent, sauf que vous allez investir dans des sociétés qui sont à l'étranger, qui ont pignon sur rue, qui sont connues, le CAC 40, le Dow Jones aux États-Unis, en Asie, en Chine, au Japon. Et jusque-là, le monde de la bourse, ça nous paraissait inaccessible. On avait l'impression que ça ne concernait que des personnes en costard cravate. Faux. Aujourd'hui, les bourses, ce sont simplement des sites Internet sur lesquels vous allez passer vos ordres. Donc, ça nécessite bien entendu de choisir les sociétés au bon moment. Et puisque nous attendons un krach boursier, comme en mars, rappelez-vous, en mars, la bourse s'est écroulée. Je crois qu'elle a perdu entre 40 et 60%, si je ne me trompe pas. Et bien à ce moment-là, vous pouvez racheter des actions pas chères. Alors, quand je dis bourse, je ne parle pas du pétrole. Vous pouvez acheter également le pétrole. Vous pouvez investir dans de l'or. Vous pouvez acheter comme ça dans des métaux précieux, différents actifs dans lesquels vous allez pouvoir investir. Ça suppose bien entendu aujourd'hui d'avoir de l'argent, d'accord. Si vous n'en avez pas, ben, ça suppose que vous alliez le chercher. Vendre du matériel que vous n'utilisez pas. Je ne sais pas moi, un Huawei qui dort dans le jardin, un scooter que vous n'utilisez plus, ou peut-être votre deuxième voiture, parce que finalement, vous pouvez faire du covoiturage avec votre conjoint. Donc, faut bien se dire que le moindre cash que je vais pouvoir récupérer aujourd'hui, avec les crises qui nous arrivent, ben, je vais pouvoir finalement avoir un vrai effet de levier pour ben, finalement développer mon budget et investir dans des choses que je n'aurais peut-être jamais pensé acquérir. Alors, on va prendre l'exemple d'Apple, par exemple, d'accord, pour vous dire que ce n'est pas si compliqué que ça. D'accord. Alors, la crise, effectivement, Théva, c'est le danger, mais ce sont les opportunités pour ceux qui voient loin. Hein, pour ceux qui voient loin. D'où l'objet de cette conférence en ligne. Alors, regardez, Apple, si vous aviez acheté Apple, donc le 2 mars, ici il y a la date là, si vous aviez acheté Apple le 2 mars, vous auriez pu le vendre, quelques semaines plus tard, d'accord, vous auriez pu le vendre, quelques mois plus tard, pardon, certainement au mois de juillet, je n'ai pas la deuxième date, et vous auriez multiplié par 3 votre investissement. D'accord. Donc, et ça se fait en ligne, hein, ce n'est pas très compliqué. Ça se fait en ligne, vous achetez en bas, vous revendez lorsque c'est au pic, et vous faites par 3. Alors, là, on a 2 manières de le faire. Soit vous êtes dans le trading, donc vous faites dans les cryptos, je vais en parler juste après, merci Harry. Soit vous faites du trading, et là, sincèrement, ça nécessite d'avoir les émotions bien accrochées et surtout de vous former. Ça, c'est super important. Le trading, c'est un métier, il vous faut du temps. Hein, il faut du temps, c'est un métier. Donc, du coup, là, vous êtes vraiment investisseur, vous êtes à plein temps dessus, quoi. Si toutefois, vous avez aujourd'hui une occupation et vous n'avez pas le temps de gérer tout ça, ma recommandation, c'est de partir dans de l'investissement. Donc, investir, vous placez votre argent au bon moment et puis vous rendez-vous dans 3 à 5 ans après la crise, lorsque l'économie va repartir pour profiter de la hausse. On va prendre ici le S&P 500 qui regroupe en fait un indice qui regroupe les indices des 500 plus belles boîtes des États-Unis.
Vous avez vu ici le crack du mois de mars. Hein, paf, ici, vous avez un peu la chute. On est passé de 3400 à peu près à 2200. Hein, donc, on a perdu 1200, ce qui revient à un peu plus d'un tiers, si je ne me trompe pas. Et vous voyez comme c'est reparti. D'accord, nous sommes réellement dans des cycles, comme dans des vagues. Nous sommes dans des vagues. Et donc, votre objectif, c'est attendre le prochain creux. Et là, on sent avec la situation actuellement aux États-Unis, on sent que voilà, on est prêt à craquer. Donc, racheter au plus bas et ensuite attendre une fois de plus 4 ans, voir comment les choses vont progresser. Alors, maintenant, dans quel domaine je vais vouloir investir, placer mon argent? Il y a bien entendu plusieurs industries, mais si je me rattache à regarder aujourd'hui ceux qui font le plus d'argent, et donc là c'est le magazine Forbes qui classe les 10 personnes les plus riches au monde. Et donc nous avons Jeff Bezos, donc propriétaire, donc numéro 1 propriétaire d'Amazon, site internet, Bill Gates, propriétaire de Microsoft, informatique, Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, internet, Larry Ellison, propriétaire d'Oracle, informatique, Steve Ballmer, qui a également lancé avec Bill Gates Microsoft, et Larry Page, copropriétaire de Google. Donc, on va dire que sur les 10 personnes les plus riches au monde, nous avons 6 investisseurs dans les technologies. D'accord? Dans les technologies. Alors, effectivement, je peux investir dans le textile, LVMH, ici, hein, Bernard Arnault, donc LVMH, je peux investir dans le textile, je peux investir dans les voitures, je peux investir dans le pétrole, Warren Buffett dans l'immobilier. Donc, il y a plusieurs secteurs, mais vous remarquerez que quand même sur les 10 personnes les plus riches au monde, il y en a 6 qui ont investi dans les technologies. Et il y a 10 ans, hein, Google, c'était un peu plus de 10 ans. Bon, Microsoft, un peu plus longtemps, bien entendu. Amazon, il y a un peu plus de 10 ans. Mark Zuckerberg, il y a un peu plus de 10 ans. Donc, tout ça, c'est des nouveaux riches. Et pourquoi les technologies principalement? Parce qu'il y a eu un changement dans notre société. On pensait qu'Internet allait résoudre tous nos problèmes. La vérité, c'est qu'Internet est surtout venu nous faciliter dans notre communication, l'information et la distribution. Amazon, je peux acheter en ligne. Donc, Internet est venu faciliter ça. Par contre, dans l'échange de valeurs, nous avons encore aujourd'hui besoin d'intermédiaires. Donc, je vais prendre l'exemple, lorsque je veux acheter de l'immobilier, j'ai encore besoin d'un notaire. Lorsque je veux faire un crédit, j'ai encore besoin d'une banque. Lorsque je veux acheter du linge à un fabricant ou un pull fabriqué en Nouvelle-Zélande, je vais encore devoir utiliser un intermédiaire. Et également, lorsque je vais vouloir envoyer de l'argent à quelqu'un à l'autre bout du monde, ben, je vais, pareil, utiliser un intermédiaire. Et en fait, ce sont ces intermédiaires-là, aujourd'hui, qui ont réussi à centraliser un certain nombre de transactions et c'est ce qui a fait leur fortune. Donc, c'est l'intermédiation, hein, le bonhomme en rouge, là. C'est lui qui est devenu riche. Donc, l'Internet n'est pas venu résoudre le problème de confiance. Alors, pourquoi on fait appel à des intermédiaires? Mais parce qu'on a besoin d'un intermédiaire de confiance. Lorsque je vais acheter de l'immobilier, je veux que le notaire fasse son job, qu'il aille vérifier la vraie propriété du bien, que les documents ont bien été rédigés, etc., etc. Et puis l'archivage également. Donc, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour pouvoir m'aider à réaliser ma transaction. Et en cela, ben, Internet n'a pas apporté une solution. Elle a simplement nous a finalement forcé à utiliser les mêmes intermédiaires, Amazon, Facebook, Google, etc., etc. Alors, pas seulement dans ce monde-là, il y a aussi Uber que vous connaissez, donc les taxis. Donc maintenant, aujourd'hui, vous allez utiliser Uber, qui est venu centraliser les transactions de taxis dans le monde, une bonne partie dans son application. Airbnb également, donc là, pareil, un service centralisé pour le voyage, la location d'appartements. iTunes,
Donc, c'est la musique centralisée. Donc, on est venu faire appel à des intermédiaires, des géants intermédiaires. Et donc, c'est la raison pour laquelle ceux-là, aujourd'hui, font partie des personnes les plus riches au monde. Alors, on fait appel à ces intermédiaires parce que l'entreprise, elle existe, elle a une réputation, et puis auprès de laquelle les recours sont possibles. Si votre téléphone ne marche pas, vous allez pouvoir, vous savez vers qui vous tournez. Le problème, c'est que ces intermédiaires génèrent un coût pour l'acheteur, le vendeur, voire les deux. Alors, comment au final, et puis surtout, qu'est-ce que le nouvel Internet va changer demain? Donc, c'était l'objectif de ma vidéo. Qu'est-ce que l'Internet va changer demain? Eh bien, il va nous donner la possibilité finalement de faire gratuitement le travail que font ces intermédiaires. Donc, je m'explique. Un intermédiaire, la vérité, c'est qu'est-ce qu'il fait pour vous? C'est qu'il tient à jour un registre. Il tient à jour un registre sur lequel est précisée la transaction. Madame Intel a loué son appartement sur Airbnb, le registre Airbnb à tel locataire pour une durée de temps. La transaction a bien eu lieu, le paiement a bien été réalisé, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des registres. Et donc, on paye ces intermédiaires, Amazon et tous les autres, pour cette raison-là. Pareil pour Netflix, location de films, on pourrait très bien acheter, louer le film au producteur, mais on va vouloir utiliser un intermédiaire une fois de plus dans Netflix. Et donc, c'est en cela, demain, que l'Internet va changer le monde, parce que demain, nous ne devrions plus avoir besoin de ces intermédiaires. Donc, ça va être la deuxième partie de notre présentation. J'espère que vous avez encore un peu de temps. Et qu'est-ce qui va permettre ça? Eh bien, c'est la blockchain. D'accord? Donc, la blockchain, c'est aujourd'hui la seule bonne nouvelle que nous avons en 2020. La blockchain vient justement proposer un registre, quel que soit votre secteur, un registre décentralisé. Donc, ça veut dire que finalement, tout est dans le cloud, tout est au-dessus de nos têtes. Donc, c'est le nouvel Internet sur lequel il y a énormément de sécurité, parce que c'est là où la confiance va se jouer. Il y a énormément de sécurité, on va voir juste après comment. Il y a également beaucoup de transparence. Vous pouvez vous-même aller regarder les transactions qui ont été opérées et surtout à moindre coût. Donc, voilà dans le monde dans lequel nous nous dirigeons. Voilà le monde qui demain va, je ne vais pas dire sauver nos économies, mais transformer nos économies qui en auront besoin. Parce que demain, parce que nous allons avoir moins d'argent, nous allons vouloir utiliser le moins d'intermédiaires possible. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors, quand je dis que c'était hautement sécurisé, donc là, c'est un peu technique. Si vous avez l'occasion d'aller regarder sur Internet, sur Google, sur YouTube, les explications du fonctionnement d'une blockchain. Mais en gros, retenez que c'est un registre hautement sécurisé qui utilise une cryptographie avec des blocs, d'où le thème blockchain. Les blocs sont liés et sécurisés. Et l'historique de chacun des blocs est répliqué sur tous les ordinateurs qui utilisent le réseau, parce que à la différence de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui, qui généralement repose sur un seul serveur, là, dans le cas d'une blockchain, votre logiciel est décuplé, est entretenu et sécurisé par des milliers d'ordinateurs autour du globe. Alors, cette technologie est bien entendu à l'origine du Bitcoin, d'accord? Vous connaissez le Bitcoin ou vous ne connaissez pas le Bitcoin. Donc, le Bitcoin a été créé en 2009, donc monnaie digitale, au lendemain de la crise de 2008, parce que justement, son fondateur, ou ses fondateurs, on ne sait pas trop qui c'est, à mon sens, devront être reconnus prochainement comme étant des génies, ont bien entendu inventé le Bitcoin, mais surtout ont été les premiers à créer une blockchain. Et donc aujourd'hui, il existe à peu près 7000 projets de blockchain dans le monde, avec bien entendu chacune des solutions
aux problèmes de nos sociétés. Donc, retenez une chose, la blockchain hautement sécurisée. Si demain le réseau Amazon peut se faire hacker, une blockchain pourra difficilement se faire hacker. Donc, je l'explique aussi ici. Lorsque un hacker veut pouvoir changer l'historique enregistré, il veut hacker une transaction, ben, il faut qu'il le fasse sur tous les autres blocs et puisse également le mettre à jour sur l'ensemble des ordinateurs qui sécurisent la blockchain. Donc, c'est quasiment impossible à faire, les amis. Retenez bien ça. Retenez bien ça, la blockchain hautement sécurisée. Donc, le Bitcoin, bien entendu, ça a été le premier projet. Il y en a eu plein depuis. Donc, des crypto-monnaies qui étaient censées changer nos monnaies actuelles, la monnaie fiduciaire, les billets de banque, les billets des banques, enfin la monnaie des banques et des gouvernements. Alors, vous pensez bien que les États aujourd'hui n'ont pas envie de lâcher ce pouvoir, donc ils sont en train, eux aussi, aux États-Unis, en Chine, en Europe, ils sont en train de travailler sur une monnaie digitale officielle étatique, d'accord? Donc, vous allez certainement voir prochainement sortir un dollar, une crypto-dollar officielle, idem en Europe, un crypto-euro, etc., etc. Donc, sur le domaine de la crypto-monnaie, j'aurais tendance à dire, bon, ça va être un peu compliqué, mis à part si vous voulez faire du trading, ça va être un peu compliqué de partir sur de l'investissement. Aujourd'hui, le Bitcoin est considéré comme de l'or 2.0. Donc, si vous voulez placer votre argent et ensuite, on vous donne rendez-vous dans 5 ans, vous risqueriez d'avoir de bonnes surprises. Mais il y a à côté de ça une panoplie de projets qui sont en net. Et à la différence de la bourse où vous allez acheter des actions, aujourd'hui, les projets de blockchain, pour se financer, elles vont émettre, non pas des actions, elles vont émettre des tokens, d'accord? Donc, c'est comme des cryptos, donc des tokens. Donc, vous achetez les tokens et du coup, vous êtes quelque part actionnaire d'une certaine manière du projet. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce qu'en plus, avec la DeFi, la finance décentralisée, aujourd'hui, vous pouvez prêter vos bitcoins, vous pouvez prêter vos Ethereum, vous pouvez prêter vos tokens et vous faire rémunérer en contrepartie. Et en quelque sorte, vous devenez, vous et moi, une banque. Et donc, le monde dans lequel nous sommes en train d'aller, dans lequel nous sommes déjà, quelque part, fait qu'au final, on vient tuer un certain nombre de métiers, notamment ces fameux intermédiaires qui jusque-là, notamment des institutionnels, qui jusque-là avaient le quasi-monopole sur leur activité. Donc, imaginez-vous bien que si je peux prêter mes bitcoins, je peux prêter mes Ethers, etc., et gagner, me faire rémunérer en conséquence, donc là, j'ai un vrai revenu passif, on est d'accord? J'ai un vrai revenu passif, et donc si je le fais sur plusieurs tokens, j'aurai comme ça plusieurs sources de revenus. Il se peut qu'une blockchain demain ferme, c'est déjà arrivé, et du coup, vous allez perdre votre investissement, d'où l'intérêt de bien vérifier la nature du projet, l'équipe qui est derrière, etc., etc. Mais il est arrivé, je prends l'exemple du Yuan Finance. Le Yuan Finance a eu son token qui a été multiplié par 1000 en 6 semaines. 1000 en 6 semaines, vous imaginez. Donc, depuis, bien entendu, il a bien chuté, mais lorsque vous êtes un minimum formé, que vous voyez ce type d'évolution, vous savez qu'à quel moment il faut vendre. Donc, vous investissez, je crois qu'il s'était vendu 23 ou 26 dollars au moment d'être mis sur le marché, et en 6 semaines, il a été multiplié par 1000. Donc, vous imaginez la progression. C'est des taux de croissance qu'on ne voit nulle part ailleurs. Je disais tout à l'heure, on a vu l'exemple d'Apple multiplié par 3 en 4 mois. Là, en 6 semaines, multiplié par 1000. Alors, c'est aussi risqué dans le sens où il y a beaucoup de volatilité, d'accord? Donc, attention à ne pas faire n'importe quoi. Attention surtout à bien sélectionner vos projets. Et pour résumer le monde de la blockchain, c'est en fait comme Wikipédia. Je ne sais pas si vous connaissez Wikipédia, où il y a plusieurs contributeurs, mais il y a une seule vérité. Et là, dans le principe de la blockchain, c'est un peu la même chose. Donc, il va y avoir des personnes qui vont sécuriser la blockchain, donc des particuliers comme vous et moi, qu'on appelle des mineurs,
et qui vont dédier des ordinateurs chez eux pour faire ce boulot, ou des institutionnels qui vont dédier plusieurs serveurs et gagner des tokens en échange. Donc, il y a comme ça autour du monde pas mal de gens qui se mettent à la disposition des blockchains pour pouvoir sécuriser les blockchains. Malgré tout, il y a une seule vérité, et donc la possibilité que une blockchain se fasse hacker, se fasse attaquer, elle est très, très, très limitée. Donc, du coup, ce sont aussi des projets très techniques, ok? Et donc, ça suppose, lorsque vous allez choisir un projet, de comprendre ce projet. Sincèrement, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, est-ce que la blockchain, finalement, pourrait intéresser nos entreprises demain? La réponse, clairement, elle est oui. Je vais vous donner des exemples juste après. Est-ce que la blockchain peut intéresser les gouvernements? La réponse, elle est oui. Et là, hier ou avant-hier, donc, le président Xi annonçait donc déclaré que les entreprises chinoises devraient aujourd'hui se tourner vers le principe de blockchain. Donc, c'est en train de se répandre. C'est réellement le nouvel Internet qui va, une fois de plus, fermer la porte de ces fameux intermédiaires qui aujourd'hui nous coûtent énormément d'argent. Alors, je vais prendre un exemple. Hein, si vous voulez acheter un iPhone sur eBay ou sur Pitanos.pf, vous voulez connaître le vendeur. Et lorsque vous allez regarder sur Twitter, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, vous allez avoir une information qui est fragmentée. Hein. Pareil, lorsque vous allez vouloir embaucher quelqu'un, l'information elle est fragmentée. Vous allez aussi vouloir avoir plus de transparence sur l'expédition, l'envoi du iPhone, et peut-être aussi sur la qualité du iPhone. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce iPhone? Est-ce qu'on a déjà remplacé sa vitre? Est-ce qu'il est déjà tombé? Est-ce que le système a subi des interventions, etc., etc., etc. Cette information, aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Demain, vous l'aurez sur la blockchain. Chaque téléphone peut avoir un historique sur sa blockchain. Que se passe-t-il si le téléphone ne me parvient pas? La blockchain permet de signer un contrat, ce qu'on appelle un smart contract, qui sera validé à la livraison de votre iPhone. Donc, vous voyez, la blockchain nous permet de gagner en confiance dans toutes les transactions que nous allons opérer demain. Je vais prendre un autre exemple. Alors, Teva Foster, quand un système s'effondre, un autre émerge. Exactement. Alors, à la différence qu'Internet n'est pas en train de s'effondrer, hein, d'accord? Là, on est en train, c'est l'économie mondiale et la finance qui est en train de s'écrouler. Là, c'est un nouveau pas de l'Internet vers quelque chose de beaucoup plus, de l'Internet de l'information vers l'Internet des valeurs, hein, des transactions, on va dire ça comme ça. Alors, du coup, les avantages de la blockchain permettent de collaborer plus vite, de manière plus transparente, plus sécurisée, sans banque, sans organismes gouvernementaux, ni intermédiaires. Donc, il y a encore effectivement aussi beaucoup de chemin à faire, d'accord? On n'y est pas encore, avec des réussites et des échecs, mais le but ultime, c'est de remplacer les puissants intermédiaires actuels. C'est la raison pour laquelle on parle de décentralisation lorsqu'on parle de blockchain et de réduire les risques liés aux transactions. Alors, on va maintenant essayer de voir appliquer dans notre quotidien, qu'est-ce que réellement ça va changer? Qu'est-ce que la blockchain va changer? Les services bancaires, d'accord, ils vont être accessibles même aux pays et aux personnes qui n'en ont pas accès aujourd'hui, avec la possibilité d'envoyer de l'argent rapidement à des frais réduits. Les chaînes d'approvisionnement, pareil, un meilleur tracking, on a pris l'exemple du iPhone, moins d'erreurs, meilleur coût, moins de pollution. Au niveau des stockages, cloud, donc avoir des serveurs centralisés, aujourd'hui, ils sont vulnérables au hack, avec la possibilité de perdre des données et des erreurs humaines. La blockchain est bien plus sécurisée. La charité, si vous voulez faire un don à la Croix-Rouge, etc., là, vous avez l'assurance que votre argent va arriver dans les mains du destinataire. Dans le cas du vote également, on voit l'exemple aux États-Unis, la blockchain permet l'enregistrement, la vérification, le comptage des voix de manière sécurisée et la plus transparente possible. Gouvernement, moins de bureaucratie. Vous voyez un peu la tentacule de l'administration publique. Lorsque vous voulez vous passer, ne serait-ce que faire une demande de permis de construire,
dès qu'il y a une personne, un agent public qui s'absente, etc., donc voilà, ou un changement de gouvernement, ou peu importe, eh ben, votre dossier va mettre 3 mois. J'exagère un peu, hein, mais vous voyez de quoi je parle. Je ne veux pas non plus critiquer le travail qui est réalisé par les agents du service public. Il y en a qui font un super boulot. Ce que je veux dire, c'est que la blockchain va améliorer la manière dont nous travaillons. Donc, moins de bureaucratie, plus de sécurité également, d'efficacité, transparence dans les opérations gouvernementales. La santé aussi, donc des plateformes sécurisées pour conserver et partager des informations confidentielles. La gestion de l'énergie également. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons fabriquer de l'énergie grâce au solaire, grâce au vent. Le problème, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui un modèle économique qui tient à route, qui nous permet de revendre convenablement notre électricité. Nous avons l'obligation de le revendre à EDT. Possibilité demain de choisir à qui le vendre, à quel tarif, etc. Donc, ça suppose, bien entendu, un cadre légal. Hein. Je ne dis pas que tout ça ne se fera sans les États, bien entendu, un cadre légal pour pouvoir accompagner le développement de la blockchain, mais on y arrive. Dans le cadre de la musique, plus besoin de payer iTunes, plus besoin de payer Amazon ou la FNAC, etc., etc. Je peux acheter directement ma musique aux artistes en fonction de l'utilisation, que ce soit pour une publicité, un film, etc. Le montant sera différent, mais ça va directement dans la poche de l'artiste. Le commerce également. Donc, je vais pouvoir demain acheter directement de l'occasion ou du neuf à son propriétaire, sans passer par un intermédiaire. Et puis, dans le cadre de l'immobilier, j'en ai parlé avant, plus besoin, en gros, de services notariés parce que je peux réaliser ma transaction directement. Alors, j'ai pris aussi, il y a 3 jours, avec mes élèves, l'exemple de l'Inde, en application en Inde, parce qu'il y a 23 suicides d'agriculteurs actuellement en Inde, parce que les parcelles sont trop petites, pas suffisamment d'argent pour pouvoir avoir des machines, pas de possibilité de faire des crédits à la banque, des problèmes également de propriété de la terre lorsqu'il s'agit d'héritages qui n'ont pas été enregistrés ou des documents officiels dans les services publics indiens qui ont été transformés. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, l'agriculteur indien va demander de l'argent à son voisin qui, bien entendu, va lui imposer des taux d'intérêt beaucoup trop importants. Et au final, donc, nous avons aujourd'hui malheureusement 23 suicides de fermiers par jour en Inde. Qu'est-ce que peut apporter la blockchain? Donc la propriété fractionnée, c'est-à-dire que plusieurs fermiers peuvent être propriétaires d'un seul tracteur, mais également de créer un Uber de tracteurs sans Uber, c'est-à-dire je peux sur la blockchain louer un tracteur. Et donc il faut s'attendre réellement à une vraie révolution dans le monde de l'agriculture. Demain, un fermier pourrait également, je ne l'ai pas mentionné là, pourrait également emprunter de l'argent sur la blockchain. Donc vous imaginez tout ce que la blockchain peut apporter à nos économies. L'électricité, j'en ai parlé. Dans le cas de la mode, vous allez pouvoir scanner une étiquette, l'étiquette d'un produit qui vous intéresse et savoir tout de suite dans la blockchain le parcours qu'a réalisé ce produit, de la laine, du pays où a été fabriquée la laine, le nom du fabricant, où est-ce que le produit a été monté, etc., la durée du transport, voilà, l'ensemble d'informations. On a pris l'exemple du iPhone tout à l'heure, donc ces informations seront disponibles et vont nous permettre de garantir l'authenticité et peut-être aussi les appellations d'origine de chacun des produits. Enfin, application dans notre vie, femmes de ménage, services de santé à domicile, les nounous. Donc, quand vous voulez faire appel à des services de personnes pour ce que vous aimez, bien entendu, vous voulez savoir le maximum de choses sur ces personnes. Donc là, on a un vrai souci de confiance. Pareil, lorsque vous embauchez. Donc, on peut également imaginer une blockchain dans laquelle chacune de nos identités sont enregistrées avec les informations au final des réalisations que nous avons faites, également les erreurs que nous avons commises, et on en a tous commis, vous êtes bien d'accord, de manière à ce que la personne qui va nous employer sache réellement à qui elle a affaire. Voilà en gros, de manière assez rapide, un parcours d'horizon de ce que la blockchain demain va changer dans nos vies. Et la grosse question également,
c'est de se poser, c'est comment maintenant je vais investir dans ces projets. Comment je vais choisir tel ou tel projet? Comment je peux savoir que tel ou tel blockchain est en train de se développer? Ou est-ce que, donc ça suppose bien entendu de faire des recherches, de comprendre la technicité de chaque projet, hein, quelle solution il apporte aux autres, aux problèmes des gens, savoir où acheter les tokens, les fameuses actions entre guillemets, c'est-à-dire les tokens qui sont émis pour pouvoir soutenir le projet et qui bien entendu vont gagner en valeur, savoir à quel moment les acheter, savoir également gérer ses émotions parce que lorsqu'on est dans le domaine de la blockchain, il y a beaucoup de volatilité. Et donc, d'un jour à l'autre, voilà, votre investissement peut se retrouver très bas comme très haut le lendemain. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis favorable plutôt à un investissement à 3 à 5 ans. On est de l'investissement et non pas dans le trading. Aussi, avoir des outils de suivi simples et les maîtriser. Avoir une stratégie à moyen et long terme. Rejoindre une équipe qui a les mêmes objectifs, bien entendu. Ça, c'est l'idéal. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Alors, pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Inali, c'est super de voir autant d'avantages possibles disponibles. Yes, yes, ça va changer notre monde. Hein, et ça, c'est demain. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Donc maintenant, ma question, c'est moi qui vais vous poser la question, c'est comment vous faites? Comment vous faites pour passer à l'action? Alors, Isabelle, est-ce que les tokens, on peut déjà les acheter? Bien sûr. Bonjour Isabelle. Bien sûr, les tokens, il y en a déjà en vente. La problématique, c'est de savoir les sélectionner. Hein, parce qu'il y a 7000 tokens, si je ne me trompe pas actuellement, avec des vieux tokens, des tokens plus récents, des tout nouveaux tokens. Alors, ce que je fais, moi, donc je vais vous dire ce que je fais. En fait, avec bien entendu d'autres participants, c'est que nous travaillons actuellement sur une sélection des tokens. Hein, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des tokens, on va prévoir un budget pour chaque token. Et souvenez-vous, je vous ai donné l'exemple du Yuan Finance. Yuan Finance, vous pouviez l'acheter à $23 et il est passé à $44 000 son pic. Donc, c'était pas 1000, c'était 2000 fois l'investissement en 6 semaines. Donc, celui-là, on l'a raté, malheureusement. Il était dans notre liste, mais on l'a raté. Mais on en a aujourd'hui une bonne cinquantaine dans lequel on met un petit budget dans l'attente, bien entendu, que tout ça se développe. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé et je le fais maintenant, parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, cette vidéo, elle a un objectif purement éducatif. Je ne suis pas un conseiller financier, d'accord? Mon objectif, c'est éveiller vos connaissances sur le nouveau monde des blockchains. Donc, je ne suis pas un conseiller financier. Par contre, je peux vous dire ce que je fais. Et ce que je fais, c'est aujourd'hui, avec une équipe d'une vingtaine de personnes, on se réunit 2 fois par mois et on va sélectionner des projets, et on va le mettre dans notre liste et puis au bon moment, on va pouvoir les acheter. Alors, quel est le bon moment? Le bon moment, certainement, on a dit tout à l'heure, lorsque les prix vont baisser. D'accord? Alors, pour investir dans le Bitcoin, vous n'avez pas besoin de moi. Pour pouvoir investir, merci Renoui, pour pouvoir investir dans l'Ethereum, hein, les 2 leaders, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, si vous voulez investir dans ces blockchains, dans ces nouveaux projets, voilà, sachez que nous, on travaille là-dessus, on sélectionne des projets
Moi, j'ai une équipe à l'international qui fait ce travail et qui me soumet les tokens et on les rajoute dans notre liste et on les achète au bon moment. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, donc le programme en question, je l'ai mis ici, il s'appelle BMA Invest, d'accord? Business Maker Academy Invest. Notre objectif, c'est de racheter les projets quand ils sont à l'étape de graines, hein, d'où l'image en haut. Donc, c'est d'acheter les projets avant qu'ils explosent et qu'ils soient visibles de tous. Bien entendu, c'est un travail d'équipe. On fait ça 2 fois par mois. On se réunit une fois tous les 2 mardis à l'hôtel Tahiti Nui. Et bien entendu, on partage nos situations de blocage avec tel ou tel outil. Parce que je partage également un document Excel qui est un document de suivi pour ouvrir notre portefeuille et bien entendu acheter ce qu'on a envie d'acheter, quoi. D'accord? Donc voilà en gros comment nous on anticipe cet avenir, ces gros changements. Et tout ça, bien entendu, on le fait à Tahiti. Donc ça suppose qu'il faut habiter à Tahiti. Si vous êtes dans les îles, tout se fait en ligne également. Donc si vous êtes dans les îles, il y a la possibilité, parce que nous avons quelqu'un de Nouméa qui est avec nous, nous avons également quelqu'un qui nous rejoint de Réatea. Tout ça peut se suivre, bien entendu, à distance. En attendant, si toutefois ça vous intéresse, alors j'ai pas prévu d'argumentaire sur BMA Invest. La seule chose que je fais lorsque les personnes veulent avoir des informations sur BMA Invest, c'est tout simplement ils me prennent un rendez-vous téléphonique. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, hop, je vais ici prendre mon lien et le partager. Donc, si vous êtes intéressé par BMA Invest, prendre rendez-vous ici, tout simplement. Voilà. D'accord? Prenez rendez-vous et puis comme ça, voilà. Hop, ici. Donc, j'ai partagé le lien. Hein. Prenez rendez-vous et à ce moment-là, je vous rappelle et je vous explique en gros clairement qu'est-ce qu'il y a dans ce programme. Voilà, donc je vous ai partagé le lien. Prenez rendez-vous si ça vous intéresse. Je vous appelle et je vous explique en gros comment rejoindre BMA Invest le plus rapidement possible et surtout avant qu'il y ait le crack boursier. Alors, j'ai oublié de préciser la condition aussi. Ne prenez pas rendez-vous si vous ne remplissez pas cette condition. Nous voulons des investisseurs autour de la table. Et le minimum pour pouvoir démarrer votre portefeuille, donc il y a un minimum d'1,5 million. Donc, vous devez être disponible et disposé à investir 1,5 million dans votre avenir. Donc, c'est dans votre portefeuille à vous, bien entendu. C'est de l'argent qui ne nous concerne pas. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait des personnes qui passent à l'action, pas seulement des gens qui viennent apprendre. Donc, il y a ce minimum, effectivement, pour pouvoir entrer. On vous montre comment créer votre portefeuille, comment envoyer votre argent sur les plateformes et ensuite dans quel token investir. Bien entendu, nous ne sommes pas des conseillers financiers, c'est que de l'éducation, c'est à vous ensuite de prendre vos responsabilités et de choisir dans quoi vous voulez investir en fonction forcément peut-être aussi de vos valeurs, en fonction de pas mal d'informations qui vous regardent et qui ne nous regardent pas. All right? Alors, Diego, prochain rendez-vous, Diego il est avec nous, prochain rendez-vous mardi prochain. Hein, donc, le mardi, je ne me trompe pas, donc dans quelques jours, mardi prochain à l'hôtel. Donc, le matin, on est avec ceux qui démarrent, donc la gestion de leur portefeuille, le démarrage, etc., la prise en main des outils. Et dans l'après-midi, il y a tous les autres qui nous rejoignent, donc les plus anciens notamment, pour pouvoir travailler sur plus de contenu avec du cours également. All right? Merci Diego. Hein? J'espère te voir mardi. Hein? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Soyez vigilants avec ce qui va arriver et n'hésitez pas à réfléchir à remplacer votre retraite le plus vite possible. À très vite. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.